Par un vendredi matin humide, les portes du centre culturel Thomas Sankara, au cœur de Ouagadougou, s'ouvraient pour une journée ordinaire. Des jeunes arrivaient avec des sacs à dos usés, les enseignants organisaient des activités et tout semblait se dérouler comme d'habitude. Jusqu'à ce qu'un homme de petite taille, vêtu simplement et coiffé d'une casquette discrète, franchisse l'entrée sans faire de bruit. Aucun agent de sécurité ne le reconnut immédiatement. Mais un adolescent sortant du terrain de football s'arrêta, écarquilla les yeux et faillit laisser tomber le ballon. « Attends, c'est toi, Kanté ?» L'homme sourit timidement. Il ne le nia pas. Il ne le confirma pas non plus. Il porta simplement un doigt à ses lèvres, demandant le silence. Le garçon hocha la tête, comprenant que cette visite n'était pas pour les feux de la rampe. En quelques minutes, cependant, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Impossible de la contenir. N'Golo Kanté, champion du monde, idole de Chelsea, était là, au milieu des jeunes burkinabés, souriant et parlant comme s'il était l'un de leurs frères. Le directeur du centre, confus et excité, a appelé une connaissance au bureau présidentiel. À l'autre bout du fil, l'assistant a failli lâcher le téléphone. C'était impossible. Pas d'avertissement, pas de protocole, pas de caméra. Malgré tout, il a confirmé sa présence et a porté l'affaire directement à Ibrahim Traoré, le président révolutionnaire du pays. Traoré, d'abord sceptique, fronça les sourcils. « Kanté ? Ici ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, au centre de jeunesse. Il ne veut pas attirer l'attention, mais il est là. » Le président fixa le mur un instant. Il respectait les personnalités discrètes, mais n'était pas habitué à voir des célébrités surgir de nulle part. Il décida néanmoins d'y aller en personne. Il avait préparé une voiture simple, sans escorte. S'il ne veut pas faire d'histoire, moi non plus. À son arrivée, il trouva Kanté assis par terre, entouré de jeunes. Il parlait doucement, écoutant attentivement. Ce n'était pas un cours magistral, mais des retrouvailles. Traoré resta quelques instants sur le seuil, à observer. C'était comme s'il assistait à une scène d'un autre temps. Pas de caméra, pas de pause, juste une présence. L'un des coordinateurs s'est approché et a murmuré. « Monsieur le Président, dois-je annoncer votre arrivée ?» Traoré secoua la tête. « Non. » Ainsi, pour la première fois, deux hommes si différents, un chef militaire, ferme et combatif, et un joueur silencieux, symbole d'humilité, se rencontrèrent. Mais à cet instant, ils n'avaient pas encore échangé un mot. Leur regard seul en disait long. Quelque chose d'important allait se produire, et aucun d'eux n'était préparé à ce qui allait suivre. Kanté remarqua la présence du président sans que personne ne l'annonce. Il sentit l'atmosphère changer, non pas à cause de l'autorité, mais à cause de l'énergie, une sorte de tension respectueuse qui faisait taire même les enfants les plus bruyants. Traoré, quant à lui, resta à l'entrée, les yeux rivés sur celui que beaucoup considéraient comme une idole, mais qui agissait désormais comme un disciple. Les deux hommes se saluèrent d'une discrète poignée de main. Il n'y eut ni formalité, ni discours. Le président déclara simplement « Je pensais que les joueurs de votre niveau préféraient Paris, Londres, Doha. » Kanté sourit en coin. « J'ai préféré retourner là où respire l'âme. » Les mots flottèrent dans l'air comme de la fumée d'encens. L'un des ministres qui l'accompagnait s'éclaircit la gorge, déconcerté. Ce n'était pas ce qu'il s'attendait à entendre. Mais Traoré s'approcha, plus curieuse encore. « Et pourquoi ici? Pourquoi maintenant ?» Kanté regarda autour de lui. Il vit les jeunes visages, les murs écaillés du centre culturel, les vieux livres sur les étagères, et pourtant il ressentit une chaleur inexplicable. J'avais besoin de me souvenir d'où je viens, qui je suis. Avant que la célébrité ne me pousse dans un endroit qui ne m'appartenait pas. Traoré s'assit à côté de lui, toujours silencieux. C'était un geste inhabituel. Il se permettait rarement une telle vulnérabilité en public. Mais quelque chose dans la posture de Kanté le désarma. Il n'y avait ni flatterie, ni adulation. Il y avait la vérité. Un jeune homme s'est approché, tenant un carnet usé dans les mains. Il était grand, mince et tremblant légèrement. Il a tendu le carnet à Kanté, lui demandant un autographe. Le joueur a souri, mais avant de signer, il a posé une question. « Quel est ton rêve ?» Le garçon cligna des yeux de surprise. « Être un joueur, comme toi. » « Non, » dit Kanté doucement. « Pas pour être comme moi.
pour être comme toi, avec ce que Dieu t'a donné. Le monde a déjà un Kanté, il t'attend maintenant. » Traoré le regarda en plissant les yeux. Il avait l'habitude de voir des dirigeants s'exalter, s'imposer. Mais cet homme, à la voix basse et sans uniforme, semblait avoir plus d'influence que n'importe quel général sur une place publique. Un leadership qui ne réclamait pas d'applaudissements, juste de la présence. Après le départ du garçon, Kanté s'est à nouveau tourné vers le président. « Je sais que ce n'est pas un endroit pour le tourisme, et je connais le poids de ce qu'ils construisent, mais j'avais besoin de venir en personne. » Quelque chose en moi me disait que ma mission avec cette terre était inachevée. Traoré croisa les bras. Il ne comprenait toujours pas le véritable but de sa visite. Mais au fond de lui, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'inquiétude. « Tu parles comme si tu étais d'ici, mais tu es né en France, n'est-ce pas? Mes parents sont nés ici. Et l'âme n'oublie pas ses racines. Et qu'attends-tu exactement en venant me voir? » « Rien. » répondit Kanté fermement. « Je suis venu livrer quelque chose. Et ce n'est pas de l'argent. » Traoré le fixait, avec le regard désormais d'un soldat. Il cherchait la faiblesse, la vanité, le mensonge. Mais il ne trouva que le silence et une sorte de force ancestrale. Le président ne le savait pas encore, mais ce qu'il allait entendre de la bouche de Kanté dans les minutes qui suivraient allait changer sa vision du pouvoir, du prestige et de ce que signifie réellement être rappelé par l'histoire. L'invitation fut lancée sur place, entre le terrain vague et les murs tagués du centre culturel. Traoré proposa de poursuivre la conversation en privé, mais Kanté refusa les formalités. « Si tu veux entendre, écoute-moi ici, » dit-il, « là où les oreilles du peuple sont encore pures. » Traoré, qui dirigeait un pays habitué aux discours enflammés et aux tribunes, fut surpris. Il hocha la tête, indiquant qu'il était disposé à le faire. Ils s'assirent à une table improvisée, entourés de jeunes curieux, d'enseignants attentifs et des regards discrets de militaires de confiance. Kanté, regardant l'horizon orangé du soleil africain, commença. « J'ai grandi en écoutant des histoires sur l'Afrique, comme s'il s'agissait de légendes lointaines. Mon père parlait peu, ma mère chantait beaucoup, le souvenir de leur patrie venait davantage de la douleur du départ que de la beauté du lieu. Mais quelque chose en moi n'a jamais oublié. » Traoré l'écoutait avec une attention croissante. Il était rare de voir une star mondiale parler avec une telle transparence. « Le football m'a tout donné, président, ou presque. Il m'a donné des trophées, de l'argent, des palais. Mais il m'a privé de mon silence. Il m'a éloigné de mes racines. » Il s'arrêta. Et plus j'avançais, plus je me sentais vide. Un silence pesant s'installa. L'un des garçons s'appuya contre le mur, tenant un ballon comme un trésor. Le directeur du centre ajusta ses lunettes et bougea. Et Traoré, toujours rationnel, commença à ressentir quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « J'ai vu votre combat, monsieur le président, » dit Kanté. « J'ai vu vos décisions. Certaines ont été critiquées, d'autres applaudies. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est quelque chose que peu de gens ont remarqué. Vous ne voulez pas être adoré, vous voulez être utile. » Traoré parut surpris. On aurait dit un miroir. « Et qu'est-ce qui te fait penser ça ?»« Parce que je ne veux pas non plus qu'on se souvienne de moi comme d'une star. Je veux qu'on se souvienne de quelqu'un qui est revenu, avant qu'il ne soit trop tard. » Sa sincérité était désarmante. Il n'y avait ni plan marketing, ni discours préparé. Il s'agissait d'un homme qui semblait avoir parcouru le monde, non pas pour une cause politique, mais pour une vocation intérieure, un murmure de l'âme. « Et qu'est-ce que tu veux faire exactement ici ?» demanda finalement Traoré. Kanté prit une grande inspiration. Un centre, un vrai, pas un centre de design, pas un centre de façade. Un lieu où les jeunes apprennent plus que le football, où ils apprennent à devenir des ponts, pas des produits. Traoré fronça les sourcils. « Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu y gagnes ?» Kanté a alors prononcé la première phrase qui a commencé à ébranler les fondements du président. « Parce que tandis que le monde dit que j'ai déjà gagné, mon cœur sait que je n'ai pas encore accompli ce que je suis venu faire dans cette vie. » Ces mots fendent l'air comme un coup de tonnerre silencieux. Leur simplicité, prononcée avec tant de vérité, résonne plus fort que n'importe quel discours enflammé que Traoré ait jamais entendu. Le président le fixe, incapable de dissimuler que quelque chose en lui commence à s'effondrer.
Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la reconnaissance. À cette table improvisée, un nouveau chapitre s'écrivait. Un chapitre qu'aucun journal ne couvrirait, car ce qui comptait vraiment n'avait même pas encore été dit. Le soleil commençait déjà à céder la place à la brise du soir, et personne ne voulait encore sortir. L'air semblait plus dense, comme si le temps avait ralenti pour mieux entendre. Traoré, toujours les bras croisés, regardait Kanté comme s'il observait un monument, non pas par sa taille, mais par sa profondeur. « Vous savez que vous abordez un terrain sensible, n'est-ce pas ?» a dit le président avec fermeté. « Ici, tout ce qui ressemble à un don est souvent assorti d'une condition. » Kanté hocha la tête. « C'est pour ça que je suis venu seul, sans club, sans manager, sans ONG. » Traoré, toujours méfiant, se pencha un peu sur la table. « Et si je refusais ton aide? Et si je pensais que c'était juste une nouvelle tentative d'autopromotion? Je comprendrais. Mais je dormirai en paix pour avoir essayé, » répondit calmement Kanté. Le président se tut. Il hésitait entre admiration et gêne. Cet homme le désarma sans même hausser le ton. Au lieu de chercher à convaincre, il offrit simplement sa présence. Et c'était là le plus troublant. Kanté ne demandait rien en retour. C'est alors que le joueur a dit quelque chose qui a fait que Traoré lui-même s'est penché en arrière sur sa chaise comme s'il avait été frappé. « Mon père est mort quand j'étais encore enfant. Tu as travaillé dur pour subvenir à nos besoins. Il disait toujours, « Mon fils, si jamais tu y arrives, reviens. Parce que si tu ne reviens pas, tu n'es pas vraiment arrivé. » Le silence s'installa. Traoré regarda le sol. C'était comme entendre un écho de sa propre enfance. Lui aussi venait d'une réalité simple. Lui aussi avait perdu son père jeune. Et lui aussi avait grandi avec des promesses qu'il s'était juré de tenir si le destin lui donnait la parole. « Je ne suis pas un politicien, monsieur le président, » poursuivit Kanté. « Je ne sais pas bien parler, mais je sais écouter. Et j'ai entendu mon cœur me dire que cette terre m'appelle encore. »« Et pourquoi maintenant ?» murmura Traoré, presque sans s'en rendre compte. « Parce que si j'attendais plus longtemps, peut-être que j'oublierais qui je suis. » Ces mots frappèrent le président en plein cœur. Il ne réagit pas immédiatement, il prit simplement une grande inspiration, essayant de rassembler ses pensées. Il ne s'attendait à rien d'autre qu'à une simple routine au bureau, peut-être une réunion avec un ministre. Mais là, dans la terre rouge de Ouagadougou, il entendit un homme qui semblait parler non pas avec sa bouche, mais avec son âme. « Et comment comptez-vous maintenir ce centre ?» demanda-t-il finalement, n'étant plus aussi défensif. « Avec la force de ceux qui croient. Sans drapeau, sans selfie, sans publicité. Si nécessaire, sans mon nom. » Traoré sourit, presque involontairement. « Tu es vraiment une énigme, Kanté. Les gens se battent pour être vus. »« Et toi, tu te bats pour disparaître ?» Le joueur a répondu avec une phrase qui a paralysé même ceux qui écoutèrent de loin. « Je ne suis pas venu pour qu'on se souvienne de toi. Je suis venu pour te rappeler ce que tu n'aurais jamais dû oublier. » Les jeunes, sans en saisir toute la complexité, en ressentaient le poids. Le réalisateur, visiblement touché, retira ses lunettes pour s'essuyer les yeux. Et Traoré, pour la première fois depuis longtemps, resta sans voix. C'était comme s'il se tenait devant un miroir qui lui montrait non seulement qui il était, mais aussi qui il avait cessé d'être. La nuit tomba sans tambour ni trompette, mais elle semblait chargée d'une atmosphère sacrée. Les lumières du centre culturel vacillaient faiblement, comme si elles aussi écoutaient avec révérence ce qui se disait. Traoré demanda à tout le monde de s'éloigner. Il voulait parler seul à Kanté. Seuls 2 agents de sécurité restaient au loin, tels des ombres respectueuses. « Vous parlez avec une grande conviction, » dit le président, rompant enfin le silence. « Mais le monde que je connais ne bouge pas par conviction. Il bouge par intérêt. C'est pour cela qu'il est malade, » répondit Kanté. « Et c'est pour cela que beaucoup, même ayant tout, restent vides. » Traoré croisa les bras, méfiant. Non pas qu'il doutât de ce qu'il entendait, mais parce que c'était douloureusement vrai. Il connaissait le vide de celui qui porte trop de responsabilités et trop peu de sens. « Tu ressembles à quelqu'un qui a déjà tout perdu, » murmura-t-il. « Parce que j'ai déjà perdu. Et j'ai appris que tout perdre est parfois le seul moyen de se souvenir de ce qui compte vraiment. » C'était la première fois que Kanté racontait, en détail, ce que presque personne ne savait. À un moment de sa carrière, entouré de contrats à plusieurs millions de dollars et d'éloges médiatiques,
Il s'est senti émotionnellement épuisé. Une sorte de tristesse silencieuse que même la célébrité ne pouvait dissimuler. Je souriais sur les photos, mais au fond, mon âme était enfermée. C'est là que j'ai compris. Soit je me retrouvais, soit je ne serais qu'un nom parmi tant d'autres sur un t-shirt vendu. Traoré l'écouta avec plus d'attention qu'il ne le faisait habituellement avec ses propres ministres. Il ne s'agissait pas de football, il s'agissait d'identité, du danger de se perdre dans les applaudissements. « Et où s'est produite cette reconnexion ?» demanda-t-il. Le jour où je suis retourné au village natal de mon père, je me suis assis sous un manguier, en silence, et j'ai pleuré. Personne ne m'a reconnu, et je n'en avais pas besoin. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti entier. Traoré détourna le regard, sentant quelque chose trembler en lui. Lui aussi connaissait ce silence. Il cherchait aussi quelque chose que les positions n'apportèrent pas. « Et qu'attends-tu de moi, Kanté ?» demanda-t-il en essayant de garder son sang-froid. « Laissez cette graine pousser ici. Et n'en faites pas un symbole politique. C'est difficile, mais c'est possible. » C'est alors que Kanté se leva, se dirigea vers la fenêtre du petit bureau et désigna les jeunes dehors. Certains jouaient encore avec le ballon qu'il avait touché des heures plus tôt. D'autres se contentaient d'observer, comme s'ils ne voulaient pas que la soirée se termine. Ces garçons, ils n'ont pas besoin d'idoles, ils ont besoin de signes. Des signes qu'il vaut encore la peine d'y croire, que la grandeur n'est pas sur scène, mais dans la présence. Traoré, même sans rien dire, se laissait peu à peu convaincre, non par l'argumentation, mais par la vérité. Il était rare de trouver quelqu'un qui, ayant tout, choisissait de tout abandonner. Il était rare de voir la grandeur sans éclat. « Vous me faites réfléchir », dit le président. « N'était-ce pas l'idée ?» répondit Kanté avec un léger sourire. Et à cet instant, malgré toute cette armure émotionnelle, malgré des années de méfiance politique, Traoré savait qu'il n'avait pas affaire à un joueur. Il avait affaire à un rappel vivant que le monde peut, en effet, être différent, si seulement quelqu'un avait le courage de s'y mettre. La conversation se déroula comme si deux vieux amis se retrouvaient après des années de séparation. Il n'y avait plus de formalité dans les gestes, ni de barrière dans les regards. Seul le sentiment que, dans cette rencontre, le temps avait déjà préparé quelque chose. Traoré a posé ses coudes sur ses genoux et a parlé sur un ton qu'il utilisait rarement en public. Un ton humain. Quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai promis de ne jamais perdre de vue ceux qui sont venus de la terre. Mais le trône vous éloigne de la terre, même si vous essayez de résister. Kanté ne répondit pas immédiatement. Il laissa le silence agir comme un miroir. Puis il dit « C'est peut-être pour ça que j'ai refusé tant de projecteurs. Ils aveuglent plus qu'ils n'éclairent. » Mais ce n'est pas facile, continua Traoré. On vous met la pression, on vous exige, on vous surveille, on guette la moindre erreur. Il faut paraître fort même quand on est brisé. Et qui t'écoute quand personne d'autre ne te voit? Cette question résonna comme un murmure interdit. Le genre de question que même les dirigeants n'osent pas poser. Traoré resta silencieux quelques longues secondes, comme si la réponse était restée enfouie depuis longtemps. « Personne, » répondit-il finalement. « Personne ne veut entendre parler de la fatigue d'un président. » Kanté le regarda dans les yeux et dit fermement « Mais Dieu écoute, il a toujours écouté, et il n'a besoin que d'un cœur bien disposé, pas d'une position. » Traoré ferma les yeux un instant. Cette phrase le transperça comme une flèche. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il pouvait respirer sans paraître faible, qu'il pouvait écouter sans perdre son autorité. « Tu crois vraiment ça, Kanté ?» demanda-t-il, presque sur un ton de confession. « J'y crois parce que j'en suis la preuve. Si Dieu écoutait seulement l'effort, je ne serais pas là. » Traoré se leva et commença à arpenter le petit espace, agité. Il avait l'habitude d'écouter des diplomates, des militaires, des conseillers, mais jamais quelqu'un qui s'exprima avec autant de simplicité et, en même temps, autant de profondeur. Quand je vous ai vu pour la première fois, j'avoue que je me suis dit « Encore un qui veut apparaître aux côtés du président africain du moment ». Kanté ne s'en offusqua pas. Il hocha simplement la tête en signe de compréhension. Et j'aurais parfaitement le droit de penser cela. Mais ce que je cherche ne peut être capturé par les caméras. C'est alors que Traoré, comme s'il retirait son armure, parla, les larmes aux yeux. « Savez-vous ce que c'est ?
de se réveiller chaque matin avec l'impression de lutter contre un système qui ne veut pas changer? Savez-vous ce que c'est que de porter les espoirs d'un peuple sur ses épaules, tout en s'éloignant de ses propres rêves? Kanté n'a pas hésité, oui. Parce que même avec un maillot du club sur le dos, même entouré de fans, je me sentais aussi seul. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir debout? Le souvenir de mon père, et la foi que rien n'est vain. Traoré se rassit, plus calme, plus léger. Il semblait s'être débarrassé d'un vieux fardeau. Tu es venu me délivrer un message, n'est-ce pas? Non. Je suis venu te rappeler quelque chose que tu savais déjà, mais que tu as peut-être oublié en chemin. Le président ferma les yeux, absorbant tout. Kanté, en quelques mots, avait fait ce que 1000 discours n'auraient pas pu faire, toucher l'âme d'un leader aguerri. L'atmosphère de cette pièce, désormais plus intime que celle de n'importe quel palais, semblait chargée d'un sens profond. On aurait dit que le temps les observait, attendant qu'ils disent ce qu'ils avaient à dire, non pas en tant que célébrité ou chef d'État, mais en tant qu'homme confronté à une vocation. Kanté ouvrit son simple sac à dos. Il en sortit une enveloppe jaunie, fermée par un ruban de tissu. Pas de logo, pas de nom, juste un geste silencieux. Voici le projet. Manuscrit. Pas de sponsoring. Pas de lien avec des clubs. Pas d'intérêt caché. Traoré prit l'enveloppe et la posa sur ses genoux, sans l'ouvrir immédiatement. Ce geste, plus que n'importe quel discours, lui révélait quelque chose de profond. Kanté ne voulait pas apposer une plaque à son effigie à l'entrée du centre. Il voulait planter quelque chose d'invisible et d'éternel. « Tu te rends compte de ce que tu fais ?» demanda Traoré, toujours prudent. « Je le fais », répondit Kanté. « Je te rends ce qui n'aurait jamais dû t'être enlevé, l'espoir. Et si ce centre changeait tout ici? Et s'il devenait une référence mondiale? Voudriez-vous en être crédité? Non. Je veux juste qu'il reste en ligne, même lorsque mon nom ne sera plus dans les journaux. C'est là toute la différence. L'humilité de ceux qui comprennent que les fruits n'ont pas besoin d'être étiquetés, que le véritable impact est celui qui transforme, et non celui qui apparaît sur les couvertures des magazines. » Traoré ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des dessins à la main, des budgets raisonnables, et un calendrier de construction modeste. Pas de chiffres astronomiques, pas de vanité architecturale. Le projet était clair. Centre Sankara pour le développement intégral, sans nom, sans héros, avec des racines. Pourquoi Sankara? A demandé le président, touché par ce choix. Parce qu'il rêvait d'une Afrique libre, avec des dirigeants qui pensaient au peuple avant de penser à eux-mêmes, et parce qu'il fut oublié trop tôt. Comme tant d'autres qui moururent pour avoir semé des graines là où l'on ne récoltait que des pierres. Traoré garda le silence. Le nom de Sankara était sacré ici, et aussi douloureux. L'évoquer, c'était évoquer tout ce qui avait été tenté et anéanti, mais Kanté le faisait avec révérence, sans opportunisme. Ce centre, dit le président en touchant le papier du bout des doigts, est plus qu'une école. C'est un rappel, ajouta Kanté, que la grandeur ne se construit pas avec des gros titres, mais avec des racines. La nuit approchait. Dehors, les jeunes s'étaient dispersés, mais certains regardaient encore par les fenêtres. Le directeur du centre, au loin, organisait déjà discrètement la cuisine pour offrir quelque chose aux 2 visiteurs. Mais à cet instant, personne ne voulait manger. Ils se nourrissaient de quelque chose que le monde moderne a oublié, le but. « Quand veux-tu commencer ?» demanda Traoré. « Dès que le terrain sera prêt, je veux aider moi-même à le défricher. »« Toi, si je ne peux pas me salir les mains, je n'ai pas le droit de rêver de graines. » Traoré prit une grande inspiration, ému. Il se trouvait face à quelqu'un qui ne cherchait pas à changer le pays avec des discours, mais avec une pelle et une houe, de la sueur et de la présence. Et là, il a pris la décision. « Tu as ma permission. Et plus que ça, tu as mon respect. » Kanté ne répondit pas. Il se leva simplement, ôta sa casquette et posa la main sur sa poitrine. C'était sa façon de dire merci, silencieusement, comme tout ce qu'il faisait, mais avec une force qui ne se mesure pas en décibels, mais en impact. Traoré tenait toujours le projet comme une relique vivante. Silencieusement, il se leva et se dirigea vers la petite fenêtre de son bureau. Dehors,
Le ciel de Ouagadougou déployait ses étoiles, comme pour témoigner d'un événement rare. En contrebas, des employés balayaient la cour, d'autres éteignaient les lumières. C'était la fin d'une journée ordinaire, mais pas pour les deux hommes présents. « Vous savez, » commença Traoré, toujours les yeux rivés au ciel, « j'ai reçu des dirigeants mondiaux, des chefs d'État, des stars de cinéma et des hommes politiques, mais aucun d'eux ne m'a fait ressentir ce que je ressens maintenant. » Kanté resta assis en silence, les mains jointes. Il n'avait pas besoin de répondre. Il savait que parfois, les plus grandes transformations ne se produisent pas par un coup d'éclat, mais par une présence. « Et que voulez-vous exactement que je dise à la presse ?» demanda Traoré en se retournant lentement. « Rien, » répondit Kanté calmement. « Ne dis rien. Laisse parler le silence. » Le président haussa les sourcils, surpris. « Comment ça, rien? Il faut que les gens sachent. Les gens le sentiront. Quand le cœur commencera à s'épanouir. Quand les enfants commenceront à rêver les pieds sur terre. Quand les jeunes comprendront qu'ils ne sont pas des victimes, mais des graines. Alors les gens le sauront. Et ce sera plus fort que n'importe quel titre. » C'est à ce moment-là que Traoré a posé une question qui jusque-là était restée bloquée. « Et qu'est-ce que tu y gagneras, Kanté ? Dis la vérité. » La réponse est venue comme un éclair, dans une nuit silencieuse. Paix. Le mot résonna dans les murs comme un murmure de tonnerre. Et avant que le président puisse dire quoi que ce soit, Kanté ajouta « J'ai des titres, des médailles, de l'argent. Mais je n'ai jamais dormi en paix, sachant que mes origines m'appelaient, et j'ai détourné le regard. Ce que je gagne ici, c'est le repos de ma conscience. » Traoré ressentit une oppression dans la poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de l'admiration mêlée de gêne. Combien de fois avait-il lui-même conclu des accords qu'il jugeait nécessaires, mais qui lui avaient laissé des blessures? Combien de nuits blanches avait-il accumulées en portant le fardeau d'un pays tout entier? « Vous parlez comme un homme qui a déjà compris sa mission, » dit le président. « Parce que j'ai failli tout perdre en essayant d'être ce qu'on attendait de moi. Et quand il ne restait presque plus rien, j'ai trouvé la vérité. Et elle m'a murmuré, « Reviens. » Le président se rassit. Visiblement ému, il regarda Kanté dans les yeux, comme s'il se regardait dans le miroir de l'âme, et dit « Avez-vous une idée du nombre de dirigeants qui donneraient n'importe quoi pour être reconnus pour une seule phrase? Et j'ai tout donné pour que mes phrases n'aient jamais besoin de scène. » À ce moment-là, un des agents de sécurité entra discrètement, annonçant que la voiture présidentielle était prête. Traoré le remercia d'un geste, mais ne bougea pas. Il avait encore besoin d'une minute de plus à cet endroit, en cette présence. Si le monde entend ce que vous avez dit aujourd'hui, il sera choqué. Le monde n'écoute peut-être pas, mais ceux qui avaient besoin d'écouter ont écouté, dit Kanté en le regardant droit dans les yeux. Traoré se renversa dans son fauteuil, épuisé et ému. Il murmura, presque pour lui-même. Est-ce qu'il a vraiment dit ça, dans cette modeste salle de Ouagadougou? Il n'y avait plus rien à dire. Mais curieusement, c'est là que le véritable commencement naquit. Traoré, encore absorbé par les derniers mots de Kanté, ferma les yeux un instant. Ce joueur que beaucoup jugeaient trop discret, trop silencieux, se montrait désormais plus éloquent que n'importe quel homme d'État ayant jamais traversé son bureau. Dehors, la nuit était totale, mais il n'y avait pas d'obscurité, il y avait une sorte de lumière tranquille, une clarté intérieure. Les deux hommes restèrent assis en silence pendant de longues minutes. Pas de téléphone portable, pas d'interprète, pas d'enregistrement. Juste deux êtres humains liés par quelque chose de plus grand que des positions ou des réussites. Traoré regarda ses mains, comme si elles portaient le poids de tous les choix qu'il avait faits. « J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Plus que tu ne le penses. C'est peut-être pour ça que je suis venu maintenant, » dit Kanté. Ce n'était pas prévu. C'était une réponse. Le président laissa échapper un sourire bref, presque ironique. « Tu crois que tout arrive en son temps, n'est-ce pas? Je crois que Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui nous laissons distraire. » Cette réponse désarma encore davantage le président. C'était comme si chaque phrase de Kanté était une clé ouvrant des portes verrouillées depuis des années. Des portes de la fatigue, de la solitude. Des questions que le pouvoir ne permettait jamais d'avouer. « Tu sais,
Je suis parti en guerre avec la conviction que nous allions tout changer. Mais plus je montais, plus je voyais que le sommet était solitaire, confia Traoré. C'est pourquoi beaucoup se perdent quand ils arrivent là-bas, dit Kanté calmement, parce qu'ils échangent l'essence contre le contrôle. Et toi, qu'est-ce qui t'a empêché de te perdre? Ayant rappelé avec le temps que la célébrité n'embrasse pas. Elle ne fait que raisonner. Les mots étaient simples, mais la profondeur avec laquelle ils pénétrèrent l'âme de Traoré fut brutale. Pour la première fois, il n'était plus le commandant, le symbole national, le héros révolutionnaire. Il était juste un homme qui écoutait un autre homme, et cela le libéra. Kanté se leva alors, prit son sac à dos et mit sa casquette. Il était prêt à partir, mais avant cela, il se retourna une dernière fois et dit « Ce qui va se passer désormais ne dépend pas de moi, mais de ma mémoire. Ne laisse pas le temps engloutir ce que ton cœur a reconnu aujourd'hui. » Traoré se leva également, tenant toujours l'enveloppe contenant le projet. Il tendit la main. Sa prise était ferme, sans précipitation, un pacte silencieux. « Tu reviens ?» demanda le président. « Je n'ai pas besoin d'être présent si la graine est arrosée, mais oui. Un jour je reviendrai, pour voir si elle a fleuri. » Le président hocha la tête. Il n'y avait plus rien à dire. Le chauffeur attendait à l'entrée. Et Kanté, sans projecteur, sans journaliste, franchit les portes du centre comme il était arrivé, en silence. Traoré resta seul quelques instants. Il se rassit, ouvrit l'enveloppe et regarda à nouveau les dessins. Il les toucha comme on toucherait un document sacré. Puis, regardant par la fenêtre, il murmura « Il a dit exactement ça, et je l'ai entendu. Mais qu'en ferait-il? C'était la vraie question. Ce soir-là, après le départ de Kanté, Traoré resta plus d'1 heure au centre culturel. Le chauffeur, patient, n'osa pas le brusquer. Il savait que quelque chose de grave s'était produit. Lorsqu'il quitta enfin les lieux, le président ne retourna pas au palais. Il demanda à se rendre directement chez sa mère. Il s'assit sur le vieux porche, où il avait si souvent entendu des conseils sévères et des vérités simples. La dame, avec son regard serein et ses mains calleuses, lui servit du thé à l'hibiscus, comme elle le faisait depuis l'époque où il n'était encore que Ibrahim, le garçon curieux. « Que s'est-il passé, mon fils ?» demanda-t-elle avec le regard perçant de quelqu'un qui en sait plus entre les lignes que les mots. Il hésita quelques secondes, puis répondit « J'ai rencontré un homme qui m'a rappelé qui je suis. » « Alors écoute ce qu'il t'a dit. » « J'ai entendu. Mais maintenant, je dois décider quoi faire de ce que j'ai entendu. » La mère hocha la tête avec sagesse. Les mots qui touchent le cœur ne viennent pas par hasard. Ce sont des graines. Mais même la meilleure graine pourrit si elle ne trouve pas de bonne terre. Le lendemain matin, sans appeler la presse, Traoré a appelé 2 ministres et un ingénieur de confiance. Il a ordonné « Je veux que ce projet soit terminé en 30 jours. » Sans ajustement, sans changement. Exactement comme il l'a livré. Les ministres se regardèrent avec surprise. Ils étaient habitués aux longues réunions, aux ajustements techniques, aux comités et aux conflits d'ego, mais pas cette fois. « Et le nom du centre, monsieur le président ?» demanda l'un d'eux. « Sera-t-il nommé d'après Kanté ? Non. Il portera le nom de la personne qui l'a honoré, » dit Traoré. « Ce sera le centre Sankara pour le développement intégral. Et je ne veux pas de photos d'un politicien à l'inauguration, même pas le tien ? En aucun cas. » L'ordre a été exécuté. Et lorsque, des semaines plus tard, le terrain commença à être défriché, de jeunes volontaires arrivèrent spontanément. La nouvelle se répandit dans toute la ville que le site serait un lieu de transformation. Personne ne savait qui était derrière tout cela. Tout ce qu'ils savaient, c'est que c'était quelque chose de différent, quelque chose de réel. Le président visitait le chantier discrètement, de nuit, sans surveillance. Un jour, il trouva un garçon tenant une pelle, enfoncé jusqu'aux genoux dans la terre. Il lui demanda pourquoi il aidait. « Parce que ma mère a dit que cet endroit changerait des vies. Et je veux être le premier à changer des vies. » Traoré sourit. Il reconnut la même étincelle qu'il avait vue dans les yeux de Kanté. Ce n'était pas de l'idolâtrie, c'était de l'espoir. Le jour de l'achèvement des travaux, aucune cérémonie n'eut lieu. Seule une simple banderole était accrochée au portail. Cet endroit est fait de racines, pas de nom.
Kanté n'est pas revenu ce jour-là, et ce n'était pas nécessaire, car quelque chose de plus profond avait été planté. Non seulement dans le sol burkinabé, mais dans le cœur du président lui-même. Plus tard, lors d'une réunion internationale, Traoré a été interrogé sur le nouveau centre, dont les rapports de l'ONU commençaient à parler. Un journaliste a demandé « C'était ton idée ?» Traoré pensa à Kanté. Il pensa au manguier où il avait renoué avec ses racines. Il pensa à l'enveloppe sans logo. Et puis, avec un léger sourire, il répondit « Non ». C'était l'idée de quelqu'un qui avait compris que, pour être éternel, il n'était pas nécessaire qu'on se souvienne de soi. Il suffisait d'être vrai. Des mois s'étaient écoulés depuis cette rencontre mémorable. Le centre n'était plus seulement un bâtiment de briques et d'idées, c'était un organisme vivant. Les enfants couraient dans les couloirs, les jeunes apprenaient dans des salles de classe improvisées, et les enseignants affirmaient que l'éducation ici ne se résumait pas aux livres, mais au destin. Le plus curieux est que personne n'a parlé de Kanté, non par ingratitude, mais parce qu'il ne s'est jamais placé parmi les protagonistes. Son nom n'apparaissait ni dans les archives, ni sur les fresques. Pourtant, chacun ressentait sa présence, comme s'il faisait partie intégrante du sol même où le centre avait été construit. Traoré, de plus en plus impliqué dans le projet, se rendit plus fréquemment sur le site. Non pas pour prononcer des discours, mais pour écouter. Parfois, il s'asseyait à côté d'un adolescent qui dessinait. D'autres fois, il écoutait en silence les cours de philosophie africaine dispensés par des éducateurs locaux, encouragés par la liberté du projet. Un soir, alors qu'il se promenait dans le centre, il trouva une lettre laissée par l'un des jeunes. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste une enveloppe timbrée du centre et une phrase manuscrite. À l'homme qui a accidentellement semé les applaudissements. En l'ouvrant, il trouva un texte simple. Je n'aurais jamais cru pouvoir étudier autre chose que ce que la rue m'offrait. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un croirait que mon esprit pouvait faire plus que survivre. Ici, à cet endroit, j'ai découvert qu'il n'est pas nécessaire d'être grand pour avoir de la valeur. Il suffit d'être vrai. Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, monsieur. Mais sachez ceci. Votre absence nous a appris la présence. Et votre humilité nous a appris à être des géants sans avoir à grandir aux yeux du monde. Merci de nous rappeler que l'âme a des racines. Et que parfois, la plus grande gloire, c'est l'anonymat. Traoré lut en silence, les yeux humides. Il était rare de lire une vérité aussi crue et pure en quelques lignes. Il plia soigneusement la lettre, la glissa dans sa poche et resta là, à contempler les étoiles. Il se sentait guidé par quelque chose de plus grand que lui, quelque chose d'invisible, mais d'extrêmement présent. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion avec des dirigeants africains, un président étranger a déclaré « J'ai entendu parler de votre nouveau centre éducatif. Félicitations pour cette initiative. » Traoré le remercia, mais prit soin de le corriger. « Ce n'était pas mon idée. C'était celle d'un homme qui a compris que l'Afrique n'a pas besoin de sauveurs. Elle a besoin de gens qui ont le courage de revenir. » Et là, parmi les chefs d'État, il a prononcé une phrase que certains ont écrite sans vraiment la comprendre. Les vrais leaders sont ceux qui peuvent sortir des projecteurs et continuer à tout changer. Pendant ce temps, quelque part dans le monde, Kanté poursuivait sa routine discrète. Il s'entraînait, jouait et aidait silencieusement partout où il le pouvait. Mais de temps à autre, il ouvrait un dossier contenant des coupures de presse, des dessins et des photos en noir et blanc d'enfants étudiant sous le ciel africain. Il n'avait pas besoin d'être là physiquement, car ce qui lui restait était vivant, grandissant, jouant, transformant. Et quand quelqu'un lui a demandé pourquoi il n'avait jamais annoncé publiquement ce travail, il a répondu avec le calme de quelqu'un qui connaît la valeur du silence. Parce que certaines choses ont été faites pour résonner là où les caméras ne peuvent pas atteindre. La pleine lune baignait le paysage de Ouagadougou d'une lumière sereine et argentée. Le centre Sankara, désormais pleinement opérationnel, semblait un phare au milieu de l'obscurité qui avait longtemps voilé les rêves de nombreux jeunes burkinabés. Mais contrairement à d'autres projets qui naissent par des promesses et s'éteignent au premier discours politique, ce lieu vibrait comme s'il avait une âme. Ce soir-là, une célébration symbolique avait été organisée par les élèves eux-mêmes. Il n'y avait ni politiciens, ni caméras, ni journalistes, seulement des enseignants, des familles, des jeunes, et le souvenir silencieux
d'une présence plus grande que tout le monde. Le centre existait depuis 6 mois, et les résultats commençaient à se faire sentir. Un groupe de filles avait créé une bibliothèque avec des livres donnés. De jeunes musiciens avaient commencé à se produire le week-end, et un groupe d'élèves aidait déjà d'autres communautés à créer leur propre structure. Pendant la cérémonie, une jeune fille est montée sur la petite scène improvisée. Elle était nerveuse mais déterminée. Elle s'appelait Awa et n'avait que 13 ans. Je ne sais pas qui a eu l'idée de ce centre, commença-t-il. Mais je voulais dire quelque chose, du plus profond de mon cœur. Ici, j'ai découvert que je suis plus que le lieu où je suis né. J'ai découvert que je peux changer les choses. J'ai découvert que ma voix a de la valeur. À la fin de son discours, elle fut applaudie. Et même sans le savoir, ses paroles résonnèrent dans les cœurs attentifs. Cette même nuit, à des kilomètres de là, Kanté regardait l'émission d'un enseignant local sur l'écran d'un petit téléphone portable. Les images tremblaient, le son était interrompu, mais les yeux de Kanté brillaient. Il voyait des visages qu'il ne connaissait pas. Il entendait des voix qu'il ne rencontrerait jamais. Mais il savait que chaque mot portait en lui une part de la raison qui l'avait poussé à venir. À côté de lui, un ami a commenté « Pourquoi n'y es-tu pas allé? Ils auraient adoré te voir là-bas. » Kanté répondit simplement « Parce que le centre n'a pas été fait pour moi. Il a été fait par moi, mais il est à eux. » Le silence. Le genre de silence qui ressemble à de la révérence. De l'autre côté, au centre Sankara, Traoré arriva discrètement, vêtu simplement. Il s'assit au fond, comme n'importe quel parent. Il observait tout avec les yeux de quelqu'un qui a vu les guerres, mais il vit maintenant quelque chose d'encore plus puissant, la Renaissance. À la fin de la soirée, il s'est approché d'un des éducateurs et lui a remis une petite boîte. « Cela devrait être conservé ici », dit-il. À l'intérieur se trouvait la lettre laissée par le jeune homme quelques mois plus tôt. À côté, une seconde lettre, écrite cette fois par le président lui-même. Si cet endroit a prospéré, ce n'est pas parce qu'un président l'a ordonné, mais parce qu'un homme sans titre est arrivé avec une pelle à la main et la vérité dans les yeux. Que cette histoire ne soit jamais racontée avec mon nom en tête. Qu'on dise seulement, un jour, un homme est venu, à parler peu et à tout laisser différent. Et qu'un jour, quand l'histoire voudra oublier, quelqu'un se souviendra que ce n'est pas le pouvoir qui a sauvé cette génération. C'est le courage de rester anonyme. La boîte était conservée dans la bibliothèque, parmi les livres les plus anciens, sans aucune identification particulière. Car un véritable héritage n'a pas besoin d'être protégé. Il vit là où il est ressenti. Et ainsi, sans avoir besoin de statut, d'hommage ou de gros titres, N'Golo Kanté a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de ce pays, pas avec des mots immortels, mais avec des gestes qui ne mourront jamais. Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires passionnantes. Chaque geste que vous faites aide ce message à atteindre plus de personnes et à maintenir vivante la flamme de la transformation silencieuse. Commentaire. Croyez-vous qu'il existe encore des gens comme Kanté dans le monde? Activez la cloche et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine histoire.